On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler de la preuve en matière de contentieux international avec mon invité François de Bérard, associé chez Lacour Traquin Tatar. Bonjour François. Bonjour Arnaud. Alors la preuve est fondamentale en matière de contentieux et surtout en matière de contentieux international. On va en parler ensemble. Mais avant toute chose, quels sont les grands principes qui régissent la preuve en France ? Bien sûr Arnaud, et que vous l'avez dit, c'est central. Qui veut gagner son procès doit le prouver. Je dirais c'est l'élément de bon sens principal que chacun dans votre auditoire doit avoir en tête. Ce qui signifie que dès que vous êtes dans un temps de pré-contentieux, il ne faut pas hésiter à faire appel à son avocat pour que cette phase se prépare progressivement pour documenter son dossier si jamais un jour il arrive devant un juge. Donc la phase amont est quand même importante. Elle est extrêmement importante, elle est préparatoire et on va y revenir un petit peu plus tard sur certains de nos outils. Les principes en droit français, ils sont assez classiques. C'est le principe de liberté de la preuve. Les faits et les actes se prouvent par tout moyen en droit français. Par exception, lorsque votre acte concerne une valeur de plus de 1 500 €, le législateur exige un écrit. Pour le reste, la preuve est totalement libre. Deuxième grand principe qui irrigue notre droit de la preuve français, c'est celui de sa licéité. Et là-dessus, on peut attirer l'attention de notre auditoire sur des éléments récents, assez importants. Pendant longtemps, on a considéré que la preuve recevable était une preuve en quelque sorte légale, obtenue dans des conditions légales. La CEDH ayant une appréciation plus ouverte de ce critère, considérant que le débat contradictoire sur les éléments de preuve permettait de couvrir peut-être certaines preuves obtenues dans des conditions plus discutables. Dans un arrêt très important de l'Assemblée plénière de 2023, la Cour de cassation a considéré que des preuves obtenues dans des conditions plus contestables, en l'occurrence des enregistrements clandestins, étaient recevables au procès, à condition que cet enregistrement clandestin, cette preuve obtenue dans des conditions peut-être plus déloyales, soit proportionnée à l'apparition de la vérité dans le procès civil ou commercial. Donc évidemment, ça change le paradigme de manière drastique. Ça, c'est une évolution importante. C'est une évolution très importante parce que, là encore, dans notre auditoire, les gens doivent comprendre que la prudence est de mise dans les relations civiles, commerciales et économiques, puisque dans n'importe quel contexte, vous pouvez faire l'objet aujourd'hui, compte tenu de nos moyens technologiques, à des enregistrements qui pourraient être versés sous réserve d'un contrôle de proportionnalité, bien sûr, mais néanmoins qui vous place en risque dans le procès futur. Donc il faut l'avoir à l'esprit. Et enfin, dernier point sur ce sujet, je dirais, de grand cadre de notre droit de la preuve. Évidemment, certains secrets sont protégés, le secret bancaire, le secret des affaires, et on le sait, le législateur a là aussi mis en place ce qu'on appelle des cercles de confidentialité dans le cadre des procès, de sorte que certaines preuves nécessaires à l'établissement de la vérité soient accessibles à l'ensemble des parties, mais dans des conditions de confidentialité strictes, essentiellement les conseils et les experts tels que le précise la jurisprudence. Alors on a vu les grands principes du droit de la preuve, on va s'intéresser à une autre évolution importante, c'est celle de l'article 145 du Code de procédure civile. Expliquez-nous. Bien sûr. Là aussi, petit rappel d'ordre général, le principe posé par l'article 145 est une mesure, je dirais, extrêmement efficace du droit de la preuve français, puisque, avant tout procès, parfois même de façon non contradictoire, vous pouvez demander l'autorisation au juge de mener des mesures d'instruction, parfois extrêmement intrusives, qui consistent alors soit simplement à aller faire des constats chez un de vos concurrents, soit même à aller obtenir copie de disques durs, de données, d'échanges email, de notes de téléphone portable, pour établir les faits qui seront la base de votre procès futur. Donc on a un mécanisme extrêmement efficace, qui a fait l'objet, je dirais, de plusieurs évolutions qui méritent d'être prises en compte. Alors une évolution très récente prise par le pouvoir réglementaire et qui vient de rentrer en vigueur en septembre 2025, qui concerne la compétence, parce qu'il y a eu quelques divergences de la jurisprudence dans nos juridictions sur la question de la compétence territoriale en la matière. Ça a été réglé par le texte et aujourd'hui, les précisions sont dans la loi et dans le texte de l'article. Et ça dit quoi ? Et essentiellement, on indique que le juge territorialement compétent est le juge qui sera compétent sur le procès au fond, ou le juge du lieu dans lequel la mesure doit être exécutée. Et il est également précisé qu'en matière de mesure d'instruction qui porte sur un immeuble, le seul juge compétent est le juge ou dans le ressort duquel se trouve l'immeuble en question. Donc on a précisé un peu ce point-là. Et puis l'autre élément qui est en réalité plus une tendance de fond, je dirais, de la jurisprudence sur cet outil qui est vraiment extrêmement efficace et que
les opérateurs étrangers et nos confrères étrangers connaissent peut-être un peu moins cet article 145, c'est que sur la base d'un texte très large, puisque le texte est très court et très large, la jurisprudence a quand même encadré au fil du temps la pratique, évidemment en mettant en place des séquestres lorsque vous saisissez des documents et notamment des documents informatiques chez un commissaire de justice, et en encadrant, en resserrant, je dirais, les conditions de l'appréciation du motif légitime qui vous autorise à obtenir cette mesure. Et la petite limite qu'on a observée et que les praticiens observent aujourd'hui, c'est que vous avez un premier temps très efficace, où vous allez chez votre adversaire opérer des constats, saisir des documents très importants, ce qui évidemment... On se constitue des preuves. On se constitue des preuves et c'est très agressif à l'égard de votre adversaire. Très intrusif. Très intrusif, il n'est pas prévenu. Ensuite, on entre dans une deuxième phase de recours contradictoire qui, compte tenu des délais un peu incompressibles, je dirais, de nos juridictions, ouvre une phase beaucoup plus longue durant laquelle vous n'avez toujours pas accès à vos documents et qui retarde un peu d'autant, je dirais, l'engagement du procès au fond. Et là, aujourd'hui, je crois qu'il y a un constat assez général chez les praticiens qui observent qu'on a sans doute trop resserré les conditions de l'article 145 et qu'une réflexion plus générale sur son évolution pour retrouver quand même une certaine efficacité, tout en protégeant évidemment... Et pour préserver les garanties de la défense, c'est ça ? Évidemment, ces dispositifs ont été mis en place pour préserver les droits de défense, et ils sont tout à fait essentiels et cardinaux, mais compte tenu encore une fois de ces délais, l'efficacité a été un peu diluée dans le temps, et là, il est grand temps, à mon avis, j'y avais appelé il y a quelques années dans un article, peut-être que l'ensemble des praticiens, des magistrats se mettent autour de la table avec le législateur pour voir comment on pourrait redonner un second souffle à ce mécanisme qui est essentiel pour établir des preuves en droit français. Alors on va s'intéresser maintenant aux spécificités du contentieux international. Quelle est la singularité de ce contentieux ? Alors je dirais que dans le cadre des contentieux, on va dire privés, civils et commerciaux internationaux pour l'essentiel, la spécificité, elle tient au fait d'abord que le procès est international, donc vous pouvez avoir plusieurs juridictions saisies peu ou prou des mêmes faits ou de faits connexes qui intéressent les différentes juridictions qui sont saisies du dossier. La seconde spécificité, c'est des traditions juridiques extrêmement divergentes entre, pour l'essentiel, les systèmes de civil law tels que le nôtre et de common law, et les systèmes de common law, exactement, où la procédure d'obtention des preuves est entre les mains des parties, c'est-à-dire que ce sont les parties qui vont aller chercher des preuves avec des procédés très efficaces, très intrusifs qui sont les discoveries, où vous faites... Aux États-Unis, c'est qu'on peut tout vous prendre quasiment, c'est ça. Pour l'essentiel, on peut quasiment tout vous prendre, et ensuite les parties, dans des phases d'ailleurs assez longues et pas si efficaces que cela, discutent des preuves qu'elles vont admettre pouvoir déposer au procès. Mais la grande crainte, notamment des opérateurs économiques français, c'est que on ouvre les livres de la société française, on ouvre les livres d'un concurrent, et tout ça part aux États-Unis dans des procédures, ou en Angleterre, dans des procédures dont on a assez peu de contrôle. Pour essayer de protéger les opérateurs, d'abord la France est partie à la Convention de La Haye de 1970 sur l'obtention des preuves qui met en place un système de commission rogatoire internationale d'autorité à autorité, c'est-à-dire que l'autorité étrangère qui souhaite que des preuves françaises soient produites doit contacter l'autorité française centrale, qui est en gros une division du ministère de la Justice, et puis ensuite le juge français opère les mesures d'instruction, soit l'audition d'un témoin, soit la recherche de documents qui seront ensuite versés. Donc vous avez un processus assez cadré, un peu long, mais que typiquement les États-Unis refusent de mettre en œuvre. À cet égard, le législateur français, pour, je dirais, protéger les opérateurs français, a adopté la loi de blocage en 68 et 80, qui, en quelque sorte, interdit, sous peine pénale, aux opérateurs français de produire à l'étranger des documents qui seraient demandés dans le cadre de discovery. Et là-dessus, en 2022, le processus a été largement modifié, modernisé, je dirais, donnant une compétence élargie à un service de Bercy, le CICE, qui va opérer un test, en réalité, et va donner son avis sur la capacité pour un industriel français, une grande société française, de produire ces pièces à l'étranger. On va conclure là-dessus. Merci François de Bérard. Je rappelle que vous êtes associé chez Lacour Traquin Tatar. Je vous remercie. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du cadre juridique des fake news.